Un MMO qui promet un monde ouvert sandbox, du PVP sauvage et aucun pay to win. Un jeu financé à hauteur de 3,2 millions de dollars sur Kickstarter pour redonner ses lettres de noblesse au MMO. Et puis, une alpha Steam poussée précipitamment, des licenciements massifs, un PDG qui démissionne, des joueurs qui se sentent trahis. Et aujourd'hui, une plainte contre le studio portée par les développeurs licenciés. Ce MMO, c'est Ashes of Creation. Et il faut qu'on en parle. À chaque fois qu'un MMO débarque sur Kickstarter, c'est la même promesse. Un monde ouvert laissé aux joueurs, une économie vivante et surtout, du PVP partout, ou presque. Rien que ça mériterait une vidéo. Pourquoi tous les MMO modernes font leur promotion sur leur mécanisme sandbox et sur leur PVP prenant place sur les mêmes cartes que celles empruntées par les joueurs PvE? J'avais évité New World pour cette même raison à sa sortie, et en tant que joueuse PvE, AOC ne me vendait pas non plus du rêve. Quoi qu'il en soit, AOC a pris cette direction avec son Kickstarter en 2017. Permettez que je passe les pages en Google Translate pour que tout le monde soit en mesure de lire. Ça fait des traductions un peu foireuses par moment, mais au moins, ça va nous simplifier la tâche. Ashes of Creation est un MMORPG de fantasy en monde ouvert, sans faction ni système pay to win. Rejoignez-nous pour révolutionner le genre. Des promesses plutôt ambitieuses, mais faut bien ça pour inciter des inconnus à participer. Ashes of Creation est un nouveau MMORPG qui ambitionne de redonner ses lettres de noblesse au jeu massivement multijoueur. Il reprend tous les éléments qui font le charme du genre et les projette avec audace dans le futur, en tant que titre véritablement nouvelle génération. Nous avons tous rêvé d'un monde vivant, dynamique et réactif, où nos décisions ont un impact, où le monde évolue en fonction de nos actions. Ashes of Creation est ce jeu, la renaissance du MMORPG. Ça, c'est typiquement les phrases qu'on retrouve sur les financements de MMO. Mais rappelez-vous que WoW, qui date de 2004, a eu un budget initial de 63 millions de dollars. Et 4 ans plus tard, on estimait que 200 millions avaient été injectés dans le projet depuis. C'est juste histoire de vous donner un cadre pour un jeu qui a déjà 2 décennies et qui a dû travailler pour redéfinir un genre entier. AOC, lui, n'en demandait même pas 1 million, évoquant un soutien financier privé et une base de jeu déjà viable, sans financement participatif. Nous avons obtenu un financement privé qui nous permettra de développer un produit viable de base. Kickstarter nous permettra d'élargir notre champ d'action et d'offrir à notre équipe flexibilité et autonomie. Cela nous donnera véritablement l'opportunité de créer exactement ce que nous voulons. Le financement participatif nous permet aussi d'entrer directement en contact avec les joueurs les plus impliqués dans notre réussite. Nous avons besoin de votre soutien pour développer cette communauté et pour que nous restions responsables envers ceux qui comptent le plus, les joueurs. Ça fait référence à Steven Sheriff, le PDG d'Intrepid Studio qui développe le jeu. Dès l'annonce du Kickstarter, des internautes cherchent à déterrer un maximum d'informations sur Steven. On découvre qu'il a par le passé travaillé pour une MLM, que vous connaissez peut-être sous le terme de vente pyramidale. Le principe, c'est que dans ces sociétés, il est plus important de recruter de nouveaux vendeurs que de réellement vendre des produits, et beaucoup associent ça à des arnaques du coup. Cependant, Steven affirme que s'il a travaillé pour une MLM, elle était légale. Et surtout, il a réalisé sa fortune lui-même en développant un site de vente en ligne puis en investissant dans l'immobilier. Or, Steven, c'est un ex-gros joueur d'arcade sur lequel il dépensait énormément d'argent. Dégoûté par l'aspect pay-to-win du jeu, il admet vouloir créer le MMO de ses rêves via AOC. Il recrute donc des professionnels ayant travaillé sur ses MMO préférés pour bien s'entourer et ouvre Intrepid Studio. La conception de jeu est par nature risquée, et les jeux de rôle massivement multijoueurs sont probablement le genre le plus complexe du secteur. Notre équipe est composée de vétérans qui connaissent et ont déjà surmonté ces difficultés, et nous abordons ce projet avec l'expertise nécessaire pour les atténuer et les gérer. Plus important encore, nous considérons ce projet comme l'occasion de faire les choses correctement. Et il faut surtout qu'on relève la dernière phrase du Kickstarter. Enfin, si Ashes of Creation ne voit pas le jour, nous nous engageons à rembourser intégralement tous les contributeurs. Notez-la bien, ce sera important pour la suite. Vous l'avez compris, le Kickstarter explose. En 12 heures, l'objectif est atteint et on a par exemple 5 personnes qui s'offrent le tiers le plus élevé à 10 000 $, permettant d'accéder à la soirée de lancement à Las Vegas, un dîner avec l'équipe de développement et une campagne de Donjons et Dragons / Pathfinder se déroulant dans l'univers d'Ashes of Creation menée par Steven Sheriff. J'espère pour eux que tout se déroulera comme prévu et qu'ils auront droit à leur voyage à Vegas. Les Kickstarter de MMO qui se plantent, c'est si rare après tout. Mais je vous rassure, Steven est conscient qu'on ne crée pas un MMO sans base solide. Le projet est actuellement financé par mes soins. Il s'agira d'un jeu plus ambitieux que Crowfall en termes de contenu, et notre budget en tient compte. Le développement d'une version de base fonctionnelle, incluant toutes les fonctionnalités annoncées, nécessitera environ 30 millions de $. La campagne Kickstarter et toute autre campagne de financement participatif que nous pourrions entreprendre serviront à compléter ce budget, afin de permettre le développement de certains systèmes que nous dévoilerons progressivement. Encore une fois, on insiste. Les fonds nécessaires sont déjà prévus par Steven. Les financements participatifs ne sont là que pour compléter le budget et certainement faire parler du jeu. Puisque la plupart des mécanismes de base sont fonctionnels dans le jeu, déjà. Et pour compléter le budget, on n'oublie pas les bundles disponibles directement via le site du jeu pour gagner l'accès aux alphas.
Tous les jeux font ça de nos jours, donc je leur en tiendrai par rigueur. En attendant, le développement se poursuit. Les membres du Discord sont de plus en plus impatients de voir leur futur MMO préféré prendre forme au fil des alphas. Et en 2019, on organise une session de FAQ sur Discord. Quand on lui demande un pourcentage de complétion du développement, Steven répond que presque tous les systèmes clés sont en place. J'ai fondé Intrepid car j'étais pas satisfait de la façon dont les autres studios envisageaient l'avenir. Nous avançons en nous basant sur les meilleures options et les recommandations de vétérans du secteur ayant travaillé sur certains de nos MMORPG préférés. Je m'attendais à certaines réactions de la communauté, mais je suis convaincue que les joueurs oublieront les difficultés de développement, mais pas le plaisir de se connecter au jeu. Puis, quand on évoque le financement de jeux vidéo... La plupart des projets de développement sont financés par des fonds non bancaires, car les banques n'apprécient pas ce risque. Les financements externes sont généralement levés auprès de sociétés de capital risque, car elles sont plus enclines à prendre des risques. Mais j'ai jamais fait ça personnellement. Encore un point important à noter dans votre carnet. Steven, en tant que vrai joueur de MMO, traînait pas mal sur Reddit et répondait donc à des posts qui y critiquaient AOC. Quand un internaute dit ne pas comprendre la hype autour d'Ashes, Steven répond pour lui présenter sa vision. Tout d'abord, ce que nous créons, en gros, un système de risque et de récompense, où tout le monde ne gagne pas. Un monde qui se développe autour du joueur, pas de pay to win, pas d'objets améliorant la qualité de vie, un vaste monde ouvert et une emphase sur les systèmes sociaux/communautaires. Deuxièmement, qui sommes-nous ? Nous ne sommes pas dirigés par des grands patrons avides. Je finance le projet, donc pas d'investisseurs ni de conseil d'administration à qui rendre des comptes. Pas d'éditeurs à satisfaire. Nous communiquons avec notre communauté, et non pas à elle. Et nous prenons réellement en compte les retours et accordons une grande importance à nos joueurs. Au final, j'ai beaucoup joué au MMO. J'ai constaté les décisions prises par les entreprises qui, à mon avis, ont tué le genre. J'essaie juste de créer un bon jeu. Vous n'êtes pas obligé de nous suivre, de participer ou de nous soutenir. Je dis même aux gens de ne pas précommander Ashes. Dépenser de l'argent pour Ashes ne vous apportera rien pour le moment. Ce jeu n'est peut-être pas à votre goût. Et c'est très bien comme ça. Mais ne nous méprisez pas. Le genre a besoin de personnes et entreprises qui prennent des risques, qui tentent d'innover et qui, peut-être, redeviennent respectueuses du joueur. J'espère qu'avec toutes ces citations, ceux qui n'ont pas suivi le drama commencent à sentir où je veux en venir. Juste histoire que vous ayez l'entièreté du contexte, on va sortir les documents de l'entreprise, bien que je sois pas une experte légale en droit des sociétés américaines, et je doute que vous le soyez vous aussi, donc on va pas se baser dessus pour tirer de quelconques conclusions. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le studio Intrepid a fait les déclarations nécessaires pour être en mesure de vendre des actions. Mais ça ne prouve pas que des actions aient jamais été vendues. Aussi, qu'il y a ce document qui liste Steven comme étant le seul membre du conseil de direction. Mais pas mal d'internautes ont argumenté qu'il peut y avoir des investisseurs sans pour autant qu'ils ne soient membres, bien qu'ils détiennent une minorité bloquante. On parle aussi d'un investisseur qui aurait financé Intrepid plusieurs mois avant le Kickstarter. Sauf qu'Intrepid n'a pas payé les échéances et que ses parts ont été converties en actions. Yaya Legacy Trust devenant un actionnaire du studio à hauteur de 4,4%, puis à hauteur de 9,7% en 2019. Puis en 2024, ils ont porté plainte suite au refus d'Intrepid Studio de leur donner accès au registre financier du studio. À sa liste d'actionnaires, procès-verbaux des réunions des 3 années précédentes, état de la trésorerie et bilan et relevé bancaire sur 3 ans. Encore une fois, on n'est pas diplômé en droit et on doit se fier au compte-rendu de personnes ayant vu les documents. Mais côté joueur, on se demande sérieusement pourquoi AOC, qui prône avant tout la transparence, refuse de parler de ses investisseurs et refuse de leur montrer les comptes. Le gars qui a déterré tout ça avait d'ailleurs une dent contre AOC depuis un moment, ayant déjà relevé tout un tas de petits mensonges du studio. Il en a vraiment fait une affaire personnelle. Mais jusque-là, les joueurs continuaient d'y croire. Des alphas prennent place, la sortie Steam est annoncée et même si certains trouvent ça franchement étrange, ça ne peut qu'attirer plus de joueurs sur le projet. Pour 50$, les joueurs peuvent participer à l'alpha, au futur bêta et avoir 1 mois d'abonnement à la sortie. Les avis sont partagés sur les articles et ceux qui suivent avec intérêt le projet évoquent leurs doutes. À moins que la situation ne soit nettement améliorée depuis que j'y ai passé quelques heures il y a 3 mois, c'est pas la bonne décision. Je vois pas comment il pourrait éviter de tomber dans le piège des avis majoritairement négatifs. Je regardais la diffusion en direct et Steven Sheriff a dit très clairement qu'il voulait de l'argent, tout en affirmant que le projet était entièrement financé. Puisqu'il finance le projet, je peux pas lui en vouloir de vouloir récupérer une partie de son argent. Mais bon sang, je pense pas que ce soit prêt pour l'accès anticipé sur Steam non plus. Le jeu est à moitié terminé pour l'instant, niveau 25, sans amélioration, Tulnar n'est pas disponible et l'autre continent n'est pas accessible. Et ils ont donné aucune indication quant à la construction d'autres continents. S'ils procèdent zone par zone, je vois pas comment ce serait possible. Forcément, qui dit sortie de MMO dit serveur en position latérale de sécurité, file d'attente interminable et mise en maintenance aléatoire pour tenter de sauver les serveurs en train de brûler. Mais au milieu de tout ça, AOC se retrouve en 2e position des meilleures ventes Steam avec un pic de joueurs à 26 000. Il y a tout un tas d'avis négatifs pour cette sortie, c'est étonnant qu'après toutes ces années de développement, le jeu soit toujours dans cet état. Mais soyons honnêtes, ce sont toujours les joueurs les plus mécontents qui prennent le temps de laisser leur avis. Puis bon, doit bien y en avoir quelques-uns parmi vous qui ont acheté le jeu. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette alpha ?
6 jours après la sortie Steam, de nouveaux procès contre Intrepid Studios sont déterrés et Steven tente de clarifier la situation. Les litiges contractuels sont assez courants dans le monde des affaires, et celui-ci serait résolu de la même manière que tous les autres litiges qu'Intrepid a connus au cours de ses 9 années d'existence. 800 000 $ représentent une semaine de dépenses d'exploitation pour le studio. Quiconque s'inquiète de cette situation devrait en tenir compte. Bon, si vous voulez pour les procès fréquents, j'ai toujours pas débloqué un diplôme d'avocat depuis tout à l'heure. Cependant, 800 000 $ par semaine. 800 000. Donc 41 millions de $ par an. 41 millions. Autant vous dire que ça n'a rassuré personne, bien au contraire. Ça a commencé à théoriser sur la sortie Steam, uniquement là pour récupérer une partie de l'investissement avant une fermeture. Ou encore sur des jeux qui ont licencié post-sortie Steam. Le 22 janvier, on découvre qu'un grand nombre de développeurs d'AOC ont été licenciés. La directrice des ressources humaines poste même un message de soutien sur LinkedIn. Ce 22 janvier, on avoisinait encore les 16 000 joueurs sur Steam, sans compter ceux sur le launcher dédié donc. 16 000, c'est franchement pas mal, hein. À part quand on rappelle que Steven affirme dépenser 800 000 $ par semaine pour faire tourner le jeu. Silence radio jusqu'au 31 janvier où Steven Sheriff annonce démissionner en signe de protestation. Ouais, c'est à ce moment que tout le monde a perdu foi en gros. Steven poste un message sur le Discord d'AOC pour justifier son départ. Je peux faire une déclaration limite à titre personnel et non au nom de l'entreprise concernant la situation. Le contrôle de l'entreprise m'a échappé et le conseil d'administration a commencé à prendre des décisions que je pouvais ni approuver ni mettre en œuvre, pour des raisons éthiques. Par conséquent, j'ai choisi de démissionner en signe de protestation plutôt que de cautionner des décisions que je pouvais soutenir moralement. Suite à ma démission, une grande partie de l'équipe dirigeante a également démissionné. Après ces départs, le conseil d'administration a décidé d'émettre des préavis de licenciement collectif, conformément à la loi Warn, et de procéder à un licenciement massif. Je peux pas, pour le moment, donner plus de détails en raison de procédures juridiques et de gouvernance en cours. Je peux toutefois affirmer que les développeurs et le personnel ont agi de bonne foi et méritaient mieux que l'incertitude à laquelle ils sont confrontés. Je suis profondément consternée par cette situation. L'homme à l'origine du projet, qui finançait l'intégralité du projet via sa fortune personnelle, quitte donc le studio. Et la plupart des vétérans le suivent, et ce, à cause du conseil d'administration qui force le jeu dans une direction qu'il ne peut cautionner. C'est maintenant que vous ressortez vos notes et relisez tous les moments où Steven a affirmé être le seul décisionnaire et faire preuve d'une transparence totale pour justement ne jamais avoir à suivre les ordres de grands patrons. Dites-vous que là, la communauté d'AOC était déjà en feu. Mais Steven et Intrepid ne se sont pas arrêtés là. Déjà, des youtubeurs ont cité des sources anonymes affirmant qu'Intrepid avait été racheté par une société exigeant de réduire les effectifs et de transférer le développement à l'étranger. Puis le 4 février, on apprend que 100 développeurs ont été licenciés et ce, sans recevoir leur solde de tout compte. Ce qui est, bien entendu, parfaitement illégal. Le 31 janvier, nous avons tous reçu un courriel confus nous informant de notre licenciement, accompagné d'un avis de licenciement collectif. C'est encore un choc. Tout le studio s'est réuni pour tenter de comprendre ce qui s'était passé et quelles seraient les conséquences pour notre avenir. Au final, aucun d'entre nous ne recevra son solde de tout compte. Le préavis de 60 jours et l'indemnité prévue par la loi Warn, le paiement des congés payés ni aucune autre compensation qui nous serait due. Un recruteur affirme même sur Reddit que certains employés n'avaient pas été payés depuis 6 semaines. Ce qui mène bien sûr à une plainte contre Intrepid Studios le 9 février, par les développeurs accusant l'entreprise de violation du droit du travail. Ah non, mais y a pas à dire, ils ont bien fait en sorte d'étouffer le peu d'espoir qu'il restait à quelques backers d'Ashes of Creation. Après les nombreuses critiques des joueurs et les demandes de remboursement, Steam a finalement retiré le jeu de sa boutique. Il y a encore pas mal de points flous sur AOC, mais comme ça vous avez les grandes lignes. Ce qui est sûr, c'est que ce jeu va encore renforcer la mauvaise image des financements participatifs en ce qui concerne les MMO. Si vous vous souvenez, ils annonçaient dans leur Kickstarter qu'en cas de non-sortie du jeu, tous les backers seraient remboursés. Beaucoup estiment que la release Steam, bien qu'en alpha, compte en tant que sortie et leur évite d'avoir à le faire. Dans les faits, Kickstarter est difficilement adapté pour des projets tels que des MMO qui demandent énormément d'investissement financier et de temps de développement, se comptant parfois en décennies. Je vous l'ai déjà dit, je participe pas au PVP dans les MMO, donc j'ai suivi le développement d'Ashes de très loin. Déjà, quand on voit l'intérêt des joueurs pour le PVP, j'en viens toujours à m'interroger quant aux titres se vendant comme lourds en PVP. Je dis pas que ça peut pas marcher. Je dis simplement qu'ils finissent tous par pivoter vers du contenu PvE pour maintenir leur base de joueurs et que seuls des titres de niche peuvent se permettre de se cantonner au PvP. Or, quand on investit autant et qu'on affirme dépenser 800 000 $ par semaine, on peut pas se contenter d'une niche. Je suis simplement dégoûtée pour l'industrie en général quand on voit que les MMO ont de plus en plus de mal à se faire financer. Ça me paraît improbable que Steven ait investi dans une entreprise pendant 10 ans si le seul but était d'arnaquer la communauté. À ce moment, autant s'enfuir dès le Kickstarter HV. En revanche, des mauvaises gestions de projet, c'est un schéma qui se répète sans cesse. Un joueur constate que son jeu préféré perd en vitesse et se persuade qu'avec sa direction à lui, ce serait jamais arrivé. Dans les faits, on sait très bien consommer des jeux vidéo, vous et moi. Et c'est pas pour autant qu'on sera en mesure de diriger le développement de l'un d'eux.
Personnellement, je parierais plus sur un gars qui, d'une façon ou d'une autre, a fait fortune, se persuadé que lui pourrait designer le MMO de ses rêves, puis en chemin, a vu de plus en plus grand. Ça justifierait les retards et les critiques des joueurs à la sortie Steam. Quand on s'éparpille dans tous les sens, on n'est même plus en mesure de livrer une base correcte. Bon, je défends pas Steven, hein. Dans tous les cas, qu'il l'ait cherché ou non, il a fini par arnaquer des joueurs qui auront clairement jamais le droit à leur soirée Donjons et Dragons à Las Vegas.